Bon, OK. Alors, on pourrait enchaîner avec la partie. Là, on a terminé la partie théorique. On pourrait enchaîner avec la partie plus clinique, donc l'intervention. La posture clinique, en fait, l'intervenant comme membre du système. Je l'ai déjà dit à quelques reprises, hein, quand on travaille avec l'approche systémique, on ne se positionne pas en expert, on n'est pas extérieur, on est un membre professionnel, évidemment, qui a une éthique de travail, puis qui est pas évidemment exactement au même niveau. Il y a des connaissances, mais ça reste que on est là avec eux, engagés. C'est pas technique. Ça exige qu'on se regarde aller aussi, hein. Tantôt, je vous ai parlé du fait que oui, on pouvait parfois avoir le droit de se reculer pour vivre nos émotions, questionner nos interventions, se remettre en question, être à l'écoute des reflets que les clients vont nous faire aussi. Tu sais, parfois, ils vont nous nommer des choses, puis ça va nous donner l'indice qu'on n'a pas bien compris ce qu'ils sont en train de nous demander. Donc, on va prendre le temps. C'est pas un protocole, je l'ai nommé. C'est pas des étapes, je l'ai nommé. On veut essayer de voir plus large. Euh, Faire émerger le sens que ça a pour les gens. Et voilà. Donc, faire émerger les sens plus, le sens plus que la solution, parce qu'une fois que le sens est établi, quand je reviens à l'exemple de tantôt de la personne qui se sentait abandonnée, une fois que ça a été nommé, la solution est venue d'elle-même. Il y avait besoin d'en parler. Il y avait besoin de créer des rituels pour les enfants. Il y avait besoin de créer des moments de rappel pour la suite des choses, pour dire maman t'accompagne malgré qu'elle soit plus là. Donc, il y a toute une série de petites actions qui ont été posées puis qui ont été anticipées pour continuer d'accompagner les enfants à travers les âges, puis qu'ils sachent que maman est encore là, même si elle n'est plus là dans son corps physique, qu'elle aurait aimé ça être là aussi. Donc, tout ça, ça a été fait. La solution est venue d'eux-mêmes, les stratégies, les rituels, tout ça, c'est eux qui les ont choisis une fois que le problème a été posé, que le sens a émergé. Un autre exemple, je vous parlais en début d'une dame qui était à l'unité de soins palliatifs, qui se présentait au poste puis qui dérangeait sans cesse les infirmières, le docteur avec le fait qu'elle voulait que son mari vive plus longtemps alors que très clairement, il était en fin de vie, il avait justement un cancer. Puis on le sait, les gens qui sont atteints là, de cancer, ben, à la fin de leur vie, sont très, très maigres, sont décharnés, tout ça. Donc, c'était évident. Puis, étant donné qu'on était voisines, on était toutes les deux, il y avait la chambre à côté de celle de ma mère à moi. On a eu la possibilité de discuter, elle et moi. Puis à un moment donné, elle me disait, j'aimerais ça qu'il puisse avoir 2, 3 semaines. Mais j'ai dit, c'est drôle, tu dis souvent ça, 2, 3 semaines. Pourquoi 2, 3 semaines? Pourquoi pas toujours? Puis là, elle dit, ça a l'air tellement égoïste que je vais dire, mais elle dit, c'est toujours mon mari qui a pris soin de tout à la maison, tout ce qui est financier, les papiers, la comptabilité, je ne sais pas c'est où, je ne sais pas comment faire. Elle dit, je le sais, je ne veux pas le garder en vie, il est malade, il est souffrant, il a mal, je le sais, je ne suis pas prête, on n'est pas prêt. Comment je vais faire pour arriver dans tout ça? Je dis, OK. Je dis, fait que tu as besoin d'un notaire, tu as besoin d'un comptable, tu as besoin. Oui. Elle dit, c'est ça, j'ai besoin de ça. Je dis, OK, ben, on va le trouver. Je dis, ils peuvent même venir ici. Puis elle dit, penses-tu? Je dis, je pense que les unités de soins palliatifs admettent ça. À l'époque, moi, j'étais patiente, je n'avais pas travaillé dans ce temps-là en soins palliatifs. Donc, j'étais là avec ma mère, mais j'ai dit, moi, j'en ai vu venir des gens, là, j'ai l'impression que c'est possible. C'était de comprendre, c'est quoi le sens que ça a pour toi qui vivent 2, 3 semaines de plus? Au lieu de coller une étiquette à cette dame-là qui était, mon Dieu, elle est dans le déni, elle ne veut pas voir la maladie de son mari, c'est qu'est-ce que je ne comprends pas qu'elle est en train de me dire. Donc, quand je vous disais qu'on va se remettre en question, c'est quoi le sens pour elle de 2, 3 semaines de plus? Qu'est-ce qui se passe? Fait qu'une fois qu'on a eu nommé ça, il y a des choses qu'elle ne voulait pas permettre à son mari, qui lui voulait, par exemple, aller fumer une cigarette parce que c'est un fumeur, puis elle ne voulait pas qu'il fume parce qu'elle disait il va mourir plus vite s'il fume. Mais là, c'était comme il peut mourir tranquille, je vais être correct, j'ai les outils qu'il faut, je ne veux pas lui infliger des souffrances supplémentaires. Fait que ça a tout dégagé la situation, puis c'était banal comme faire venir un notaire puis un comptable pour qu'elle sente qu'elle n'était pas toute seule. Point final. Ce qu'on veut, c'est favoriser la communication et la métacommunication. Métacommuniquer, ça veut dire parler de ce dont on est en train de parler.
Si je reprends cet exemple-là, ou un exemple d'une comptable brillante que j'avais entendu une fois qui avait dit, souvent les gens, quand ils se disputent à propos de l'argent, ils ne se disputent pas vraiment à propos de l'argent, ils se disputent à propos d'un enjeu de reconnaissance, à propos d'un trauma qu'ils ont eu quand ils étaient jeunes, par exemple, d'avoir été très pauvres, puis de retenir l'argent comme des écureuils vont retenir leur provision en hiver. Tu sais, il y a quelque chose qui est sous-jacent. Donc, est-ce qu'on peut se parler de ce dont on est en train de se parler réellement? Donc, ça, ce serait la métacommunication. Euh, la posture de l'intervenant systémique, c'est de croire à la compétence des gens impliqués dans le système à faire émerger leur résolution de problèmes. On est là pour soutenir le processus, pour donner un cadre sécuritaire, pour leur permettre de se parler calmement, doucement, de choses qui sont difficiles, qui ont peur d'aborder parfois. On va leur ouvrir une porte. On est là pour être contenant. À l'intérieur de ce contenant-là, ils vont se réorganiser. Parfois aussi, on va être là pour leur donner des tâches différentes, pour les aider, comme je vous disais tantôt, quand on travaille en circulaire, c'est-à-dire qu'on va les inviter à prendre temporairement la posture de l'autre pour essayer de faire deux choses, c'est-à-dire se mettre à la place de l'autre et de ce fait-là, témoigner à l'autre de ce qu'elle comprend, de ce que l'autre vit. Donc, ça permet à ce moment-là de clarifier les choses entre les gens. Je l'ai nommé, on veut être contenant pour le système, on veut surtout ne pas avoir de parti pris. C'est fort possible qu'on ait des sympathies dans une famille, qu'il y ait des gens qui nous attendrissent plus que d'autres, auxquels on a plus de facilité à s'attacher. Ça se peut. On est là pour tout le monde. Donc, on va aller prendre soin de soi, on va prendre, on va ouvrir ses oreilles encore plus grand pour les personnes qui peuvent parfois réveiller en nous des résonances qu'on aime un peu moins, qui sont plus compliquées à gérer. On est là pour eux. On veut être un miroir, mais dans la mesure où on va essayer par nos reflets de leur parler de ce qui n'est pas dit. Donc, je reviens à l'exemple de l'abandon, de nommer le thème de l'abandon. On parle de la médication, on parle de la maladie, on ne parle pas du thème sous-jacent. Donc, on va métacommuniquer, on va parler de ce qui est implicite, je suis désolée, de ce qui est implicite pour parler, comme dirait l'autre, des vraies affaires. Donc, on révèle l'invisible. Et ce qu'on veut aussi, c'est être un tuteur de résilience, c'est-à-dire par notre calme, par notre présence, par notre foi au processus, on va leur donner le temps de se reconstruire sans pression, euh, puis en même temps sans complaisance. Je dirais ça comme ça. Euh, les tuteurs de résilience, en fait, si ça vous intéresse davantage, c'est Boris Cyrulnik qui a élaboré ce concept-là. On entre dans les outils. Évidemment que vous avez vos outils, peu importe la profession que vous pratiquez, vous avez vos outils d'évaluation de la situation. Moi, je vous en propose qui sont issus de la pratique systémique en général. Je connais des infirmières qui travaillent avec cet outil-là. Par exemple, des infirmières praticiennes en santé mentale peuvent travailler avec ces outils-là, mais ça peut être des choses que vous considérez de toute façon, là, peu importe la pratique. Donc, on va regarder comment on identifie clairement la demande. Identifiez clairement la demande. Là, vous pourriez faire des ateliers pendant 5 jours, 6 jours, 7 jours là-dessus, juste sur ce thème-là. C'est infini les choses qu'on peut apprendre juste sur ce thème-là. Je vous ai référé au livre d'Amiguet et Julier qui est en référence. Vous pouvez aller voir. Évidemment que moi, je vais y aller très rapidement. Je vais vous proposer un outil concret que vous pouvez utiliser aussi avec les gens. C'est la roue de la vie, puis il y a aussi la ligne de la vie. Donc, on va regarder ça ensemble. La trajectoire de la demande. C'est tiré du livre de Amiguet et Julier que vous avez en référence. Je vous offre un canevas euh, à garder en tête. On va essayer de connaître la trajectoire de la demande de la personne. C'est-à-dire, quand la personne vient s'asseoir dans notre bureau,
On veut savoir qui la réfère à nos services. Ça va nous donner beaucoup d'indices. Je vais donner un exemple qui est un petit peu à côté de la maladie grave, le chronique physique. Quand je travaillais en santé mentale, les professeurs nous référaient des enfants. Eux, ils étaient en problème. Les parents ne trouvaient pas qu'il y avait un problème avec leur enfant, mais le prof voulait donc bien que l'enfant consulte. Fait que le vrai client, dans le fond, dans la situation, là, c'est l'enfant qui est dans le bureau, mais c'est le prof qui n'en peut plus. Fait que ça, c'est important de le savoir. On va vouloir l'intégrer au système, au module, au mobile. On va vouloir qu'il soit là parce qu'on le sait que lui est en besoin. Ça, c'est un exemple que je voulais donner. L'objet de la demande, qu'est-ce qui ferait dire à la personne, j'ai donc bien fait, dans mon cas, j'ai donc bien fait de venir voir Caroline? Moi, c'est une question que je pose systématiquement aux gens. Qu'est-ce qui vous ferait dire dans 2, 3 mois et que j'ai bien fait d'aller voir Caroline? Là, des fois, ils vont dire, ben, ça se serait apaisé chez moi. Je serais moins en colère contre la maladie. J'arriverais à accepter les effets secondaires du traitement. Je me sentirais moins invalide. J'aurais repris une certaine qualité de vie, d'autonomie. Qu'est-ce qui te ferait dire, j'ai bien fait d'aller voir Caroline? Cette question-là est importante parce que parfois, ça va nous aider à déterminer si on est la bonne personne pour soutenir la personne ou pas, si on va s'insérer à son module ou pas. Donc, ça, c'est important. Qu'est-ce qui a précipité la demande? Pourquoi c'est aujourd'hui que vous m'appelez? Parce que, j'ai un exemple en tête, un homme qui avait un cancer, il y a eu de nombreuses récidives de cancer. C'était une énième récidive de cancer. Celle-là a été fatale. Il était enragé noir contre la vie parce qu'il avait différé très, très longtemps le projet d'avoir un enfant parce qu'il se sentait à risque. Puis au moment où il s'est senti suffisamment en sécurité pour avoir un autre enfant, la maladie est revenue, puis il savait que cette fois-ci, il n'y avait pas d'option, qu'il allait décéder. Donc, lui, il avait l'impression de laisser un orphelin. Il était tellement en colère. Puis, c'est sa femme qui lui a dit, faut que tu ailles chercher de l'aide parce que là, c'est plus vivable dans la maison. Tu sais, je peux être hyper empathique à ta peine. Moi aussi, j'ai de la peine. Moi aussi, j'ai besoin d'aide. Puis finalement, ils ont choisi de faire chacun un parcours, donc d'avoir chacun de l'aide individuelle, puis d'avoir des moments où on se réunissait, tout le monde ensemble. Mais l'événement précipitant, c'était une querelle. Donc, moi, ce que ça me donne comme indice, c'est OK, le couple est en souffrance profondément. Puis le couple, dans sa relation avec son enfant aussi. Parce que sans rendre compte, Madame commençait tranquillement à jouer un rôle de mère monoparentale, ce qu'elle était parfois, étant donné les traitements de monsieur. Mais tout ça, là, c'est des informations pertinentes à avoir. Fait que au moment où vous m'avez appelé, là, c'est quoi l'élément déclencheur? Jusqu'ici, quelles sont les solutions que vous avez tentées pour résoudre votre problème? Est-ce que je suis la première démarche que vous faites? Est-ce qu'il y a eu des démarches antérieures? Qu'est-ce qui a fonctionné dans le passé? Avez-vous déjà vécu quelque chose de semblable dans votre vie? Si oui, c'est quoi les stratégies que vous avez mises en place? Qu'est-ce qui avait fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce qu'il y en a qu'on pourrait réessayer? Dans votre entourage, qu'est-ce qu'on vous a suggéré? Dans le personnel médical, qu'est-ce qu'ils vous ont suggéré? Donc, on va aller faire l'inventaire des solutions et des tentatives qui ont été faites. On va voir aussi à ce moment-là, encore une fois, c'est qui notre client, parce que des fois, c'est l'entourage qui s'active beaucoup plus que la personne elle-même. Ça va nous donner des indices. Une des questions que j'aime poser principalement aux gens qui ont un diagnostic de maladie grave ou de maladie chronique, pas nécessairement issue fatale, c'est si vous arriviez à faire le deuil de votre vie en santé, ça serait quoi la perception de vos proches? Puis ça serait quoi l'impact sur eux? Il y a des gens qui se sentent freinés par l'entourage dans l'idée de vivre sereinement avec l'idée de la maladie. Parce que ma mère ne l'accepte pas, parce que mon conjoint, ma conjointe ne l'accepte pas. Parce que, tu sais, il y a des gens autour des fois qui peuvent venir mettre pression puis qui vont beaucoup encourager la personne, tu sais, oui, mais peut-être que tu vas guérir, puis peut-être que ça va aller, puis essaye tel traitement, puis tout ça.
Fait que des fois, de choisir de vivre avec la maladie telle qu'elle est, puis de se déposer là-dedans, puis d'essayer de se nourrir comme individu à partir de ce qu'on est là, ça peut heurter les autres, peut-être parce qu'ils n'y arrivent pas, peut-être parce qu'ils sont pris dans leurs angoisses de perte, mais qui n'appartiennent pas à la personne qui vient nous consulter. Mais c'est important de le savoir. On veut savoir c'est quoi les vents, c'est quoi les marées contre lesquelles elle se bat pour essayer, encore une fois, de les inclure si c'est possible, puis de faire en sorte qu'on puisse travailler ça ensemble pour dégager notre client. Donc, quel serait l'impact sur eux? Puis, par rapport à votre objectif, ce serait quoi les contraintes ou les obstacles prévisibles à ça? Ben, c'est un peu dans le même esprit, c'est un peu pour ça qu'on dit si vous arriviez à faire le deuil de votre vie en santé, ben, par exemple, est-ce que votre mère aurait l'impression que vous renoncez à guérir? Puis est-ce qu'elle serait tout le temps sur votre dos par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec ces informations-là? Donc, ça, c'est un des canevas. Puis évidemment, après, ben, vous allez ajouter tous les éléments dont vous avez besoin là, dans vos autres professionnels respectifs. Mais ça, ce sont des rubriques là, que je trouvais vraiment pertinentes à intégrer. Un autre outil que vous pouvez utiliser, ça peut être le fun de l'utiliser avec des gens qui sont un petit peu moins volubiles, donc avec des gens qui ne sont pas nécessairement comme moi, avec des gens qui sont plus peu de mots. Il y a des gens qui sont plus à l'aise à l'écrit, mais on peut leur proposer cette roue-là, en fait, qui va euh, relater, en fait, qui va illustrer chacune des sphères de leur vie. On pourrait même en ajouter s'il y en a qui ont l'impression qu'on a oublié, pour en enlever s'il y en a qui n'ont pas de sens pour eux. Puis ce qu'on fait sur cette roue-là, c'est qu'on va aller coter de 1 à 10 chacune des sphères. Et on va aller nommer, en fait, dans chacune des sphères, par exemple, si je cote 8 sur 10 mes amitiés, pourquoi je cote 8 sur 10 sur mes amitiés? Qu'est-ce qui manque pour arriver à 10 sur 10? Qu'est-ce qui ferait que j'arriverais à 10 sur 10? Est-ce que je souhaite que ça arrive à 10 sur 10? Donc, on va regarder chacune de ces catégories-là euh, en lien avec notre situation actuelle pour aller voir, puis ça va nous aider aussi les intervenants quand on a la conversation avec le client. C'est quoi les ressources de la personne? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que c'est la première sphère sur laquelle on aurait besoin de travailler en regard de la maladie qui vient de s'ajouter au mobile? Donc, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit aller renforcer ou au contraire des sphères qui sont tellement puissantes à partir desquelles on peut étayer notre plan d'intervention? Donc, ça va nous donner quelque chose de plus large puis de très dynamique aussi dans le rapport qu'on a avec la personne. Donc, ça peut être un outil qui est intéressant. On peut l'utiliser autant dans l'évaluation que dans l'intervention. Puis après, vous pouvez être créatif avec l'outil aussi. La ligne de la vie, je l'ai illustrée ici, mais ça, vous pouvez faire ça très simplement avec une feuille, un crayon. Vous tracez 2 lignes, point final. Sur la ligne d'en haut, vous allez écrire les événements de la vie, les événements marquants de la vie de la personne. Fait que, par exemple, l'enfant est né en 2010. Il a commencé la garderie en 2011. Après ça, en 2015, premier événement particulier dans la vie de cet enfant-là qui ne correspond pas à une ligne normale. Ses parents se sont séparés, puis sa grand-maman est décédée. 2016, le cancer de la maman. Puis là, on continue. On met les événements importants de la vie de l'enfant. La ligne d'en dessous, on va aller mettre les symptômes présentés par l'enfant ou la personne. Ça peut être vous, vous pouvez vous le faire pour vous-même. S'il y a des moments où vous dites, voyons, pourquoi non? Depuis quand je suis si déçue de la vie ou je suis si impatient ou quand est-ce que c'est arrivé ça? Quand est-ce que c'est apparu? Puis on peut aller demander aux gens aussi. Parfois, on va arriver à les faire corréler avec des événements de notre vie auxquels on ne les aurait pas nécessairement associés. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, ben, il y a des crises qui commencent après la séparation puis le décès de la grand-mère, mais là, ça passe sur, bon, ben, il est petit, il a commencé la maternelle, c'est pas facile, on est peut-être un petit peu moins disponible, puis là, à un moment donné, il y a le cancer qui arrive, refus scolaire, je ne veux plus aller à l'école, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'aller à l'école dans le contexte où ta maman est malade? Parce ça serait facile de dire, il n'a pas envie d'aller à l'école, il s'obstine, il n'aime pas ça faire ses devoirs, il a pas... Tout ça, ça se peut, mais il y a peut-être une raison sous-jacente qui fait que cet enfant-là n'a pas envie
d'aller à l'école dans le contexte où sa maman est malade? Qui va prendre soin de maman? Qui va s'en occuper? Peut-être qu'il a vu sa mère tomber à un moment donné dans le cours d'un traitement qu'elle avait où elle avait plus d'effets secondaires, puis qui se dit, mais c'est toute seule à la maison, qui va la ramasser? Tu sais, mes parents sont plus ensemble. Fait que d'aller voir qu'est-ce que ça veut dire, puis à quel moment ça arrive, ça peut vous aider. Puis souvent, on peut le faire remplir par les gens, puis voire même par les enfants. Les enfants, je vous dirais, là, à partir de 12 ans, là, sont capables de remplir ça. Fait qu'on peut regarder, ça peut être un des outils qui peut être utilisé, encore une fois, autant dans la période d'évaluation que dans la période de traitement, ben de suivi, en fait. Pas comme tel de traitement, mais d'intervention. D'autres outils qu'on peut utiliser. Le portrait chinois, je n'ai pas trouvé d'autres noms. Nous, c'est de même qu'on l'appelait. Je ne sais pas si c'est politically correct ou pas de l'appeler comme ça, mais c'est dit sans mauvaise intention. L'idée, en fait, c'est d'aider l'enfant à se représenter symboliquement, tout simplement. Quand on rencontre des enfants en suivi, ils n'ont pas les mêmes. Ben, tu sais, les outils que je vous ai présentés avant, c'est plus facile de les utiliser avec des adultes, mais pour les enfants, on veut quand même pouvoir entrer en relation avec eux. Donc, souvent, je vais leur demander si tu avais, y a-t-il un personnage dans un film, dans un jeu vidéo auquel tu joues, dans un livre que tu as lu qui te fait penser à toi? Y en a-tu un qui te fait penser à papa, à maman? Y en a-tu un qui te fait penser à ton frère, à ta sœur? Fait que, OK. Puis là, ce personnage-là, pourquoi tu l'as choisi? Qu'est-ce qui te fait penser? Donc, sans que l'enfant s'en rende compte, nous, on fait notre génogramme, puis on cartographie, dans le fond, les relations des gens à travers ce que l'enfant va nous dire du personnage, puis des ressemblances qu'il trouve que le personnage a avec lui, avec ses proches, puis comment ils interagissent entre eux. Donc ça serait une manière de travailler avec les enfants. Un autre outil que j'utilise beaucoup dans l'intervention, c'est le jeu Nomme-moi, que vous pouvez trouver. Ça fait longtemps que j'ai le mien, honnêtement. En librairie, je l'ai trouvé dans le temps en librairie. J'imagine que si vous faites des petites recherches, vous allez le trouver quand même facilement. C'est une série de questions qui s'adresse vraiment plus aux enfants. C'est un jeu, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour l'intervention en sélectionnant les cartes qui vont être les plus pratiques pour vous. Fait que, par exemple, là, je ne les avais pas nécessairement sélectionnées, mais il va y avoir, par exemple, nomme-moi des choses qui te font peur. Nomme-moi des choses que tu n'aimes pas de toi. Nomme-moi des gens à qui tu peux tout dire. Nomme-moi des gens, des rêves qui te font peur. Ça, c'est cette carte-là. Des personnes qui sont là pour assurer ta sécurité. Fait qu'on joue avec l'enfant, puis pendant qu'on joue avec l'enfant, il nous parle de son réseau, il nous parle de ses perceptions, il nous parle de ce qui l'habite en sélectionnant, prenant le temps de sélectionner les bonnes questions. Puis ils aiment bien ça parce que souvent, on peut aussi s'impliquer dans le jeu, puis évidemment que si on tombe sur la carte, qu'est-ce qui te fait peur, mais on va y aller avec des choses un peu plus comment dire, on n'ira pas leur raconter nos traumas, bien évidemment, on va leur parler de choses simples, mais ils aiment ça, entendre un petit peu parler de nous, puis voir qu'ils ne sont pas seuls là-dedans. Euh, puis moi, je les laisse décider. Est-ce que je joue avec toi ou si tu réponds tout seul? Puis on voit comment ils nous positionnent par rapport à ça. Fait qu'encore une fois, quand vous parlez que le systémique, on est plus dans quelque chose de dynamique que dans quelque chose de linéaire, c'est que je vois en lui demandant est-ce que tu souhaites que je joue avec toi ou si tu souhaites répondre tout seul, quelle posture il va me donner, quelle place il va me donner dans son jeu. Un autre jeu que j'adore utiliser, celui-là, je l'utilise souvent avec les enfants un petit peu plus vieux, mais ça dépend de la maturité puis de la capacité de l'enfant à symboliser. C'est le jeu Dixit. Je ne sais pas s'il a changé de version. Moi, ça fait encore une fois longtemps que je l'ai. Ce sont des cartes magnifiques qui sont des non-lieux, en fait. C'est pas quelque chose, c'est très poétique, c'est très onirique. Ça représente toutes sortes de choses, en fait. Ça représente rien de spécial, puis tout en même temps, ça représente ce que l'enfant ou l'adolescent va vouloir y voir, en fait. Parfois, je vais leur demander
de prendre des cartes, on va en sélectionner, puis je vais dire, raconte-moi l'histoire de ta maladie à travers les cartes. Raconte-moi l'histoire de la maladie de tes parents à travers les cartes. Raconte-moi comment tu aimerais que les gens prennent soin de toi à travers les cartes. Qu'est-ce que ça évoque? Comment tu aimerais que les choses se terminent? Ouais. Donc, on réfléchit ensemble à partir de ce jeu-là. C'est incroyable ce qui sort. C'est comme si tout à coup, ils ont accès à une autre partie d'eux-mêmes. Ils sont moins sur leur garde, puis ils vont nous raconter de façon plus candide euh, ce qui les habite. On le fait comme des intervenants psychosociaux. Évidemment qu'un psychothérapeute travaillerait autrement avec cet outil-là, mais je sais que les jeunes avec qui je travaille puis qui l'utilisent, souvent, ils vont commencer l'histoire, puis à un moment donné, ça s'arrête, puis là, ils me parlent. Donc, c'est souvent un brise-glace aussi. Mais ça permet d'entrer en relation avec eux à leur niveau à eux, c'est-à-dire comme avec des jeunes, comme avec des enfants. La dernière chose que je n'ai pas écrite et que je ne sais même pas pourquoi, parce que vous ne le voyez pas dans mon bureau, mais j'ai une quantité spectaculaire de livres que j'utilise avec les enfants. Ça, c'est pour un enfant qui a une différence, des obstacles, bon, le monstre des couleurs, que je pense que tous les intervenants qui travaillent avec des enfants ont dans son bureau. Mais j'en ai une pile. Il y a beaucoup de livres qui sont sur la maladie, le deuil, les pertes, les transitions, les maladies plus précises, le cancer, vivre avec un parent qui a une maladie mentale. Bref, vous pouvez aller fouiller là-dedans, puis vous pouvez aller vraiment travailler euh, à voir qu'est-ce qu'ils reconnaissent d'eux dans l'histoire, comment ils voudraient que l'histoire se termine, qu'est-ce qui les a frappés, qu'est-ce qui leur a fait de la peine quand ils ont lu l'histoire. Allez avec eux autres explorer ça. À qui ils aimeraient lire ce livre-là? Qu'est-ce qu'ils voudraient dire à travers ce livre-là à la personne à qui ils aimeraient lire le livre? Donc, on est encore une fois dans quelque chose de dynamique, de relationnel, pas juste centré sur la personne, puis ils peuvent beaucoup projeter de choses là-dedans. Donc, c'est une belle manière de travailler avec les enfants. D'autres outils d'intervention. On a le génogramme. Ça, c'est davantage des intervenants psychosociaux qui travaillent avec ça, mais encore une fois, j'ai une collègue de travail qui est infirmière praticienne en santé mentale et qui est systémicienne. Je sais qu'elle utilise les génogrammes. Imaginez-vous un arbre généalogique où on va positionner chacune des personnes de la famille et on va qualifier les relations entre eux. Donc, quand on travaille avec un génogramme, ce qu'on veut faire ressortir, c'est les interactions entre les gens. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en conflit les uns entre les uns avec les autres? Est-ce qu'il y en a qui sont proches? Est-ce qu'il y en a qui sont en rupture? C'est quoi les thèmes de leur chicane? Pourquoi ils se sont séparés? Pourquoi ils sont si proches? S'ils n'étaient pas proches, qu'est-ce qui arriverait? Donc, encore une fois, on qualifie les relations pour aller justement intégrer comment on va, s'il y a des gens qui sont en conflit autour de quelqu'un qui est malade, comment on va faire pour naviguer à travers ces eaux troubles-là? Donc, c'est important de le savoir. On peut utiliser aussi le ciné. Ça, c'est pas un outil systémique, mais c'est un outil essentiel. C'est tiré du livre de Sonia Lupien, Par amour du stress. Sonia Lupien, c'est une chercheure montréalaise qui dit souvent qu'elle est payée pour stresser des gens, ce qui est vrai parce qu'elle travaille, son objet d'étude, c'est le stress. Évidemment que le stress fait partie de la vie des personnes qui sont malades. Je trouve que cet outil-là est très intéressant parce que, il aide clairement à voir comment les personnes se sentent par rapport à ce qui est arrivé. Sonia Lupien, ce qu'elle dit, c'est qu'il y a 4 situations qui sont susceptibles d'éveiller du stress chez les êtres humains. Quand on a l'impression qu'on n'a pas le contrôle sur la situation, quand la situation est imprévisible, quand la situation est nouvelle et quand notre ego est menacé, quand on a peur du jugement des autres, quand on a l'impression qu'on ne sera peut-être pas à la hauteur, que les gens pourraient nous juger. Dans le contexte de la maladie, on peut facilement imaginer que les 4
vecteurs, les 4 facteurs qui influencent le stress montent à 10 sur 10 chacun. OK? Parce que là, tu n'as plus le contrôle, c'est l'équipe médicale qui prend le contrôle dans ta perception. Si tu choisis de devenir un patient partenaire, si tu t'impliques, que tu essaies de comprendre, que tu demandes à l'équipe médicale comment moi je peux vous aider à bien faire votre travail, comment je peux être là pour vous pour faciliter les choses. Je pense aux clients, aux patients en radiothérapie qui viennent me voir puis qui me disent, peux-tu m'apprendre à méditer parce que dans la machine de radiothérapie, je suis trop stressée puis je me rends compte que j'aide pas le traitement. Ça fait que c'est beaucoup plus long parce que j'arrive pas à me déposer. Ils essaient d'aider l'équipe médicale et de s'aider par la même occasion. De ce fait-là, ils reprennent le contrôle sur la situation. L'imprévisibilité, un diagnostic de maladie grave, c'est imprévisible. Euh, Quand on ne peut pas savoir ce qui va se produire sur le coup, donc à l'annonce du diagnostic, on peut quand même, si on est plus sensible à l'imprévisibilité que d'autres, demander justement, anticiper un peu qu'est-ce qui s'en vient pour moi, mais pas jusqu'à la fin du traitement, juste la prochaine étape, là. À quoi je dois m'attendre? Est-ce que je dois aller lire des choses spécifiques sur le sujet? Dernièrement, j'ai une de mes clientes que j'ai trouvée rare, en fait, parce que c'est rare que les gens font ça. Elle est allée recevoir son diagnostic, discuter avec son équipe d'oncologie. Et quand le docteur lui a dit, mais je présume que vous êtes allé le voir sur Internet, elle dit, je ne suis rien allé voir. J'ai attendu que vous me disiez quoi aller voir. Elle dit, je ne veux pas me stresser pour rien. Il l'a référé à 2 articles en particulier. Point. Donc, grâce à ces articles-là, elle sait ce qui s'en vient pour elle. Elle sait comment son médecin travaille, comment son équipe travaille, comment ils vont l'accompagner. Donc, elle réduit l'imprévisibilité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres surprises qui vont arriver. Évidemment que ça peut arriver, mais ce qu'elle peut contrôler, elle le fait. La nouveauté, ben, avec l'exemple de la personne dont je vous parlais tantôt qui s'implique dans la fondation puis qui avait peur d'entrer dans l'unité d'oncologie au début puis qui me racontait à quel point tout de son corps, toutes les cellules de son corps réagissaient quand elle devait entrer dans l'unité d'oncologie. Puis maintenant, elle y retourne de plein gré pour accompagner des gens. Fait que la nouveauté, ça s'apprivoise. Mais de quoi j'ai besoin pour faire face à la nouveauté? Est-ce que j'ai besoin de faire le tour de l'unité? Est-ce que j'ai besoin d'avoir le numéro de l'infirmière de liaison pour pouvoir poser mes questions? Comment on peut m'accompagner à travers ça? Puis l'ego menacé, d'avoir l'impression que nos compétences sont mises à l'épreuve, ça, c'est une manière de voir ça, mais par ailleurs, dans la maladie, notre corps va changer. Ça se peut qu'on perde nos cheveux. Ça se peut qu'il y ait des gens qui vont choisir de garder des casques réfrigérants pour pouvoir conserver leurs cheveux. Il y en a qui vont choisir d'avoir, par exemple, des prothèses. Mais en fait, l'idée, c'est pas tant d'être dans le concret tout de suite que de se poser la question, est-ce que ça m'impacte que les gens voient que je suis malade? Comment je vais vivre avec ça, moi? OK? Donc, d'essayer de regarder ça. C'est une des questions. Il y en a plein d'autres, mais c'est une des questions. Je reviens en arrière. Dans les outils d'intervention, je vous avais dit que vous pouviez utiliser la roue de la vie. Vous pouvez utiliser des jeux en lien avec les émotions. Nomme-moi Dixit. Je n'ai nommé que ceux-là. Si vous en connaissez d'autres, allez-y. On peut installer des rituels méditatifs ou symboliques avec les gens. Moi, que j'accompagne, j'anime un atelier sur les transitions avec une amie où on fait des collages, en fait. Donc, l'idée, c'est de symboliquement imager ce qui est en train de nous arriver pour le sortir de soi, le regarder, de le transformer, en fait, avoir le sentiment qu'on transforme quelque chose à l'intérieur de soi à travers l'art. Ça, c'est une des choses qu'on peut avoir envie de faire. Euh, mais ça peut être d'autres activités créatives. Après, là, c'est votre imagination puis votre expérience qui va vous guider. Euh, les rituels, il y avait la boîte aux lettres. C'était une famille, en fait, qui avait mis à la porte de chacun des enfants et des parents des boîtes aux lettres pour qu'ils se donnent des messages. C'était toutes sortes de choses. Des peurs qui les habitaient, des choses qu'ils souhaitaient, des besoins qu'ils avaient, des mots d'encouragement. C'était une manière de communiquer de façon intime et discrète pour favoriser le fait que certaines personnes dans la famille étaient peut-être plus introverties,
qui étaient peut-être plus à l'aise de dire les choses que de les nommer, de les écrire que de les nommer. J'ai trouvé ça d'une cutitude incroyable. Donc, c'est ça. Quand je vous dis, on n'aura pas toutes les solutions, mais comment on peut se dire les choses? Ben, ils sont arrivés avec cette idée-là qui était parfaite. Ça peut être de la méditation. Moi, ça va m'arriver parce que je pratique la méditation, de guider des méditations avec mes clients pour les aider à s'ancrer, à atterrir dans mon bureau, ici maintenant, dire, bon, là, on est, je ne sais plus trop quelle date vous allez regarder cette vidéo-là, mais on est telle date, il est telle heure, on se dépose, avec quoi j'arrive. Puis voilà, je prends conscience qu'en ce moment, c'est ça qui m'habite. Mon corps se sent comme ça en ce moment, puis j'arrive à la rencontre dans cet état-là, puis on favorise une certaine ouverture, puis un accueil de tous ces états-là. C'est comme ça que tu es aujourd'hui. La prochaine fois, ça sera d'autres choses. Puis à la fin de la rencontre, ça va être d'autres choses. Donc, on pratique aussi l'impermanence de cette façon-là. Vous pouvez évidemment ajouter tout ce que vous voulez, rituel méditatif, symbolique. Tâches relationnelles, ça peut être des conseils de famille, on peut jouer à des inversions de rôle. Moi, ça va m'arriver beaucoup avec les adolescents de dire viens dans la chaise de l'intervenante, moi je vais dans la chaise du client, je les joue, ils me jouent. Donc, ils essayent de me recommander des affaires, mais quand ils font ça, ils se recommandent des choses à eux-mêmes. Ils se mettent à ma place, puis ils disent ouais, je suis donc bien compliqué, puis il y a rien qui passe quand je te parle, puis on dirait que je mets des bâtons dans les roues tout le temps, puis ils se reconnaissent, tu sais, je les imite entre guillemets, mais gentiment, tu sais, vraiment, mais on joue ensemble. Donc, on s'amuse, on rit, l'humour, on l'a dit, c'est important. On les aide à stimuler leur créativité par rapport à eux-mêmes, puis à faire émerger leurs propres solutions. On peut faire une charte des valeurs familiales. Ce sont des outils d'intervention qui sont assez connus, mais là, je vais enchaîner avec les tâches organisationnelles. J'en ai parlé tantôt. Il y en a qui se créent littéralement des fichiers Excel, Google, où tout le monde va venir s'inscrire, comment on va réorganiser les routines, la maison, créer un agenda familial, impliquer des proches. Ça requiert une nouvelle organisation, avoir un membre de la famille qui est malade. Puis plus qu'on s'organise, plus tout le monde sait où est l'information, plus précis c'est, plus clair c'est, plus les gens vont s'intégrer. Puis ça, je vous dirais qu'on peut même le faire dans les équipes de soins. C'est utile d'avoir des endroits où tout le monde va se réunir à la même place, sur la même page pour voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire. Ça, j'en ai parlé. Oh, voilà, on est à la fin. La maladie grave, en fait, ce que je voulais que vous reteniez, c'est que c'est une perte temporaire ou permanente d'un état de santé. Donc, moi, j'aime bien parler d'une perte. Là, je fais référence à ce qu'on a dit au début par rapport à perte d'œil transition. C'est une perte qui engendre évidemment une transition. Euh, Elle a un effet domino sur son entourage important. Selon les principes de l'approche systémique, les ressources internes, donc les ressources de la personne et les ressources externes de la personne qui est atteinte d'une maladie grave, ainsi que celles de ses proches et de son équipe soignante, vont être mobilisées pour vous, pas pour vous, par vous, pour les aider à s'adapter à cette situation nouvelle et à intégrer la maladie de manière à ce qu'elle devienne un ingrédient de plus de leur vie. Ça fait partie du mobile. Donc, la manière dont on va faire ça, j'espère que vous l'avez compris jusqu'ici, c'est en s'engageant, en sachant qu'on fait partie du système maintenant, en se positionnant par rapport à la famille, et on va essayer notre rôle. Ça va être l'espace entre les systèmes, comme je vous ai dit. C'est l'interaction, donc la mise en relation des sous-systèmes qui ont été impactés par la maladie pour aider les individus qui les composent à mettre en termes relationnels, donc à faire émerger le sens, à mettre des mots sur ce qui se passe dans l'interaction, donc à mettre en termes relationnels ce que les symptômes expriment dans le but de rétablir l'équilibre, l'homéostasie, puisque maintenant vous savez, vous connaissez ce mot-là. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter. Je vous mets à la fin une brève. euh, Oh, je me rends compte qu'il manque une référence, mais on va trouver une façon de l'ajouter pour que vous l'ayez. Euh,
Voilà, mais je vous invite à aller lire ou à aller consulter ces références-là que vous allez trouver facilement en faisant une petite recherche sur le web. Je vous remercie beaucoup. J'espère que ça a répondu à vos besoins, que ça vous a donné des idées, que ça vous rend créatif, humble par rapport à la maladie, puis par rapport à ce que les gens peuvent vivre, que ça va vous aider à vous remettre en question et en même temps que tout ça arrive à vous faire confiance, puis avoir du plaisir. Et oui, du plaisir à travers les drames que les gens peuvent vivre. Merci beaucoup, Caroline, pour cette très intéressante présentation. Nous vous invitons à accéder à la plateforme de formation continue pour visionner les autres formations disponibles. Je vous rappelle que vous pouvez commander du matériel qui vous aidera à diriger vos patients et leurs familles vers nos services, comme nos feuillets détachables, par exemple. N'hésitez pas à diriger les patients vers nous le plus tôt possible après le diagnostic. Nous pouvons les aider à se préparer à ce qu'ils ont nommé comme étant l'étape la plus difficile de leur expérience du cancer, l'annonce du diagnostic à leur famille. Je vous remercie pour votre participation à cette formation et vous dis à la prochaine.